Bien, on va donc parler des enfants de Téhéran. C'est une histoire qui nous ramène à la Shoah. Pourquoi j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui? Pour deux raisons. C'est que ces enfants sont arrivés en Israël le 18 février 1943. Alors on est autour de la date où ils sont arrivés, le 18 février. Et là on est maintenant le 21, c'est juste après, quand il y a eu toutes les discussions, parce que ça a défrayé la chronique, l'arrivée de ces enfants de Téhéran. Et surtout que la semaine dernière, je guidais un voyage, une école de juifs de Paris en Pologne. Donc j'étais plongé dans les histoires de la Shoah. Et, et juste, on était à la date des enfants de Téhéran, parce qu'on a l'idée de faire une interruption dans cette série de conférences sur l'armée de l'air. On continuera. J'ai pas oublié qu'on veut parler de l'armée de l'air après 1948-49. Mais on va parler des enfants de Téhéran qui sont donc arrivés ces dates-là il y a maintenant 79 ans. Vous voyez à droite un film, à Massa chez Liel de Téhéran. Je me suis basé sur le film. À gauche, c'est un livre, Let My People Come. Et on commence notre histoire. Qui sont ces enfants de Téhéran? Alors, les enfants de Téhéran, c'est des enfants qui sont en fait venus de Pologne pendant la Shoah, mais qui ont fait un périple assez incroyable. Ils ont fait près de 20 000 kilomètres pour arriver en Eretz Israël. Je vous montre כשמלאו le להלין parcours qu'ils העשר, ont fait. צייר De la להם Pologne vers la מלכיה Russie, את la מפת Russie vers la הנדודים, Sibérie. את הדרך הארוכה שעשו מביתם בוורשה, דרך סיביר, סמרקנד, טהרן, עד ארץ ישראל. הילדים השותקים, השורדים, יוכלו אולי בארץ לדבר, לספר, להיפתח אל חייהם החדשים. הרגשות, Ils ont fait beaucoup de kilomètres. Vous avez vu le périple incroyable qu'ils ont fait. כשמלאו Pardon, je m'excuse. Voilà, à droite, vous avez la carte. Donc, ils sont partis de Pologne. Ils sont passés par l'URSS, par l'Iran, par l'Inde. Et ils ont contourné la péninsule arabique pour arriver en Eretz Israël. Un parcours qui a duré depuis 1939 jusqu'à 1943. Donc, c'est un long parcours, un parcours de 4 ans. Assez incroyable, et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, il faut se rappeler, il faut revenir un petit peu en arrière, juste, je vais essayer de non, voilà, ôter les contrôles, ça vous fera un peu plus d'écran, voilà. Donc, en 1939, au fameux accord Molotov-Ribbentrop, l'Allemagne nazie et le grand Satan, la Russie communiste de Staline, signent un accord de non-agression et se partagent la Pologne. Donc la première victime de ce pacte va être la Pologne, qui va être partagée. La Pologne de l'Ouest va devenir allemande, va être prise par l'Allemagne. La partie est de la Pologne va être prise par la Russie soviétique. Et ils fixent la frontière sur une rivière, la rivière Bug, au sud de la Pologne. La rivière a une rive polonaise, une rive allemande, une rive soviétique. Et on raconte que sur cette rivière, on voit des barques qui vont d'est vers l'ouest, qui vont de l'ouest vers l'est. Et sur les barques, chacun fait à l'autre tes cinglés. Parce qu'en fait, sur ces barques, il y a d'un côté des juifs qui fuient le nazisme et qui pensent que le communisme sera plus facile pour eux, et ceux qui fuient le communisme de Staline et qui vont vers l'Allemagne nazie en pensant que le nazisme c'est comme des Allemands, c'est des gens plus civilisés que les communistes, et chacun dit à l'autre, t'es complètement cinglé, mais qu'est-ce que tu changes? En tout cas, il y a ce passage, les juifs ne savent pas où aller, mais une partie, on va suivre cette partie de juifs polonais qui ont fui la Pologne de l'Ouest pour aller vers la Pologne de l'Est, donc on fuit le nazisme pour aller chercher asile chez Staline. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça bouge pas? Voilà. Donc on voit la rivière Bug, on voit les officiers russes et allemands qui se serrent la main. Pardon, je vais dans le mauvais sens. Et sur les routes, c'est l'exode. Des photos qu'on connaît aussi de ce qui se passe en France, le débâcle et l'exode. Les gens encombrent les routes et fuient Hitler en allant vers les provinces de l'Est de la Pologne. Et parmi eux, beaucoup de juifs qui fuient le nazisme. On sait déjà qui est Hitler. Staline, on ne sait pas. On sait qu'il n'est pas très sympa pour les juifs. Mais on espère que ce sera plus facile. Et ces juifs arrivent donc dans la Pologne de l'Est. Ils ne sont pas allés en Russie soviétique, ils sont allés en Pologne. Mais alors,
Staline va décider que ces juifs qui viennent de l'ouest de la Pologne, s'ils n'ont pas la citoyenneté russe, ils ne peuvent pas rester sur la frontière puisque est-ce qu'ils seront loyaux à la nation russe? On ne sait pas, ils ne sont pas russes, ils sont polonais. Je rappelle que la Russie a fait la guerre à la Pologne, le massacre de Katyn où l'armée rouge a assassiné des milliers d'officiers polonais, a pris des dizaines de milliers de soldats polonais comme prisonniers. Donc Staline ne veut pas de ces juifs dans l'est de la Pologne. S'ils ne sont pas citoyens russes, s'ils n'acceptent pas la citoyenneté, ils doivent partir dans un premier temps vers l'Oural. L'Oural, ça se trouve à peu près par ici, des montagnes glaciales, et il n'y a pas vraiment de quoi manger là-bas. Mais dans un second stade, Staline va carrément les chasser vers la Sibérie, donc ces grandes étendues, les grandes steppes glacées que vous voyez à l'est, glacées en hiver, chaudes en été, et les envoie dans des camps de travail. Donc ils vont aller en wagon à bestiaux, c'est un périple qui va prendre des semaines, des fois des mois, et ces juifs sont transportés par Staline vers la Sibérie. Moi, je dis souvent que si on avait un petit peu, par ironie bien sûr, comprenez, je guide à Yad Vashem, je dis que si on avait un petit peu le sens de l'humour à Yad Vashem, on aurait décerné la médaille des justes parmi les nations à Joseph Staline. Parce en déportant ces juifs vers la Sibérie, un tiers vont mourir. Des sévices, du climat, du manque de nourriture, des maladies. Ça va être terrible et un tiers des juifs déportés vers la Sibérie vont mourir. Mais 2 tiers vont survivre à la Shoah. Alors que si c'était resté dans l'est de la Pologne, c'est là où a commencé la Shoah par balle, puisque en 1941, quand l'Allemagne va attaquer la Russie, tous les juifs dans les petits villages, les shtetl de l'est de la frontière, de l'est de la Pologne, vont être massacrés dans les forêts. Donc en fait, en les expédiant vers la Sibérie, Staline les condamne aux travaux forcés, mais en fait a sauvé la vie à 2 tiers de ces juifs. Alors ils arrivent en Sibérie, ils sont condamnés aux travaux forcés, ils doivent travailler dans des mines, ils doivent couper des arbres dans les forêts. C'est un travail très dur, ce sont des juifs citadins, ils n'ont pas l'habitude. Le froid est catastrophique, les rations de nourriture sont insuffisantes, et beaucoup vont déjà mourir. Je raconte une histoire d'un de ses enfants de Téhéran qui raconte qu'il avait un frère aîné qui dit à son père, il amène à son père une dispense du travail obligatoire. Son père est déjà un peu plus âgé et il reçoit une dispense. Et il dit à son père, mais tu vas quand même aller au travail forcé de Staline. Son père dit, pourquoi j'ai une dispense? Le fils dit, où tu y vas, ou je te fais ce qu'a fait mon copain à son père. Son copain, les voisins, il y a eu, le fils s'est fâché avec le père et le fils a dénoncé le père pour avoir eu des propos anti-staliniens. Le père a été arrêté, on ne l'a plus revu. Donc le père comprend, il va au boulot. Mais il est dispensé de travail. Donc le fils lui dit, présente-toi comme un héros de l'Union soviétique. Tu es dispensé du travail, mais comme c'est la guerre contre l'Allemagne, il faut que tu participes à l'effort de guerre et tu viens de ton propre gré travailler. Donc du coup, il est donné en exemple. Et du coup, on ne va pas l'envoyer dans les forêts, mais on va donner un boulot de gardien d'entrepôt, donc il est tranquille, il est à l'abri du froid, etc. Il a un peu plus à manger. Du coup, on dit, si c'est un héros de l'Union soviétique, c'est pas normal que sa femme travaille aux travaux forcés. Donc sa femme est rappelée et elle doit nettoyer les bureaux des officiers soviétiques et allumer le feu le matin. Donc ils ont ils ont plus chaud, ils ont un peu plus de bois que les autres. Et le fils lui-même est rappelé des travaux forcés, l'aîné, en disant le fils de 2 héros de l'Union soviétique ne va pas non plus travailler dans les carrières. Et c'est comme ça qu'en fait la famille arrive à traverser cette période très très dure de la Sibérie. Et on arrive le 22 juin 1941, opération Barbarossa, Barbarousse, où l'Allemagne attaque la Russie soviétique. L'attaque se fait en Pologne de l'Est, mais c'est très important pour ces Juifs parce que du jour au lendemain, ces Polonais qui étaient ennemis de la Russie, puisque quand l'Allemagne et la Russie s'étaient partagé la Pologne était ennemie. Du coup, comme maintenant l'Allemagne est ennemie de la Russie, la Pologne, qui est dans le camp des Alliés, devient alliée de la Russie. Et alors les Russes permettent aux Juifs et aux Polonais dans les camps de Sibérie, parce qu'il n'y a pas que des Juifs, il y a aussi des Polonais non-Juifs, leur permettent de quitter les camps. Il y a tout un accord qui se fait, c'est très complexe. Les Russes créent
permettent de créer une armée de la Pologne libre, l'armée Anders, qui va fonctionner dans le cadre de l'armée britannique. Les jeunes, les soldats qui avaient été faits prisonniers, les soldats polonais qui avaient été prisonniers pendant la guerre d'invasion de la Russie en 1939, doivent s'incorporer dans l'armée Anders. Mais les Juifs, du coup, ne sont plus astreints aux travaux forcés, les Juifs et les Polonais non-Juifs, et ils peuvent quitter, bien sûr directement quitter la Sibérie vers des cieux plus cléments. Là, on voit un défilé, une revue, une parade de l'armée Anders, et on voit les tombes juives. Il y a beaucoup aussi de Juifs polonais dans l'armée Anders. Peut-être le plus connu, c'est Menachem Begin, qui, avec l'armée Anders, arrive en Palestine, puisque à l'époque, Eretz Israël, c'était une base d'opération des Anglais. Là, ils entraînaient leurs troupes, ils s'équipaient, etc. Et l'armée Anders est arrivée en Israël, et là, Begin va demander d'être libéré de l'armée Anders et va devenir le commandant de l'Irgun. Je rappelle que je suis guide, en général, je guide sur le terrain, pas sur le Zoom, mais la photo à droite est prise au Mont Sion. Pour ceux qui connaissent, il y a le cimetière catholique du Mont Sion. À 20 mètres de ce monument, il y a la tombe d'Oskar Schindler, juste parmi les nations, et il y a tout un carré de tombes de soldats de l'armée Anders, donc de soldats polonais, qui sont morts en Israël pendant leur séjour ici, de maladies, d'accidents, ou pas tellement au combat, ils ne sont pas battus sur le front de Palestine, mais il y a un monument, et vous voyez devant la couronne avec le drapeau blanc et rouge, le drapeau polonais, le monument aux soldats de l'armée Anders. Donc, il y a un rapprochement entre les Russes et la Pologne et l'Angleterre, et les Juifs donc quittent la Sibérie. La Sibérie, c'est des camps de travail, c'est un climat très très rude, et ils vont vers des climats meilleurs. Maintenant, ils ne peuvent pas retourner vers l'ouest de la Russie, ils ne peuvent pas retourner vers des provinces d'où ils viennent, vers la Pologne ou vers l'Estonie, la Lituanie, puisque là-bas, c'est encore sous contrôle allemand. Et donc, ils décident d'aller vers les provinces musulmanes de la Russie soviétique. Ils vont vers l'Ouzbékistan, vers Turkménistan, donc ils vont vers le sud en espérant trouver un climat meilleur et une vie plus facile que la vie qu'ils ont connue en Sibérie. Jusqu'à ce moment-là, on parle encore de familles. C'est des familles qui ont ensemble fui la Pologne. Maintenant, il faut comprendre une chose, ces familles sont souvent décomposées parce que, par exemple, on verra un témoignage d'une petite enfant de Téhéran, donc ce convoi qui viendra de Téhéran, qui raconte que ses parents sont partis en Eretz Israël, et ils l'ont laissée, elle, chez une tante, en attendant de s'installer en Israël et de la faire venir. La guerre a éclaté, son oncle et sa tante sont partis vers l'Est, et ils l'ont emmenée avec eux, et elle est arrivée avec eux en Sibérie. Donc, elle n'a pas ses parents avec elle. Beaucoup vont mourir, je dis 30% de ces Juifs vont mourir en Sibérie, donc il y aura beaucoup d'orphelins qui seront confiés à des homes d'enfants gérés par le Joint ou d'autres organisations caritatives. Mais en tout cas, tous ces gens libérés prennent le chemin du sud et arrivent vers les provinces musulmanes de la Russie soviétique. Et là, ils découvrent quelque chose d'incroyable. Ils découvrent des marchés qui proposent des richesses incroyables, des choses qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps. C'est pas en Sibérie qu'ils ont vu les fruits et la richesse des marchés. Il y a juste un petit problème. En Sibérie, ils étaient astreints aux travaux forcés, mais ils recevaient une ration de nourriture pas suffisante, mais quelque chose, un morceau de pain rassis à se mettre sous la dent. Quand ils arrivent en Ouzbékistan, à Tachkent, à Samarcande, les marchés regorgent de nourriture, mais eux n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de travail, et ils meurent de faim. Alors, quand je dis ils meurent de faim, c'est de façon à prendre à la lettre. Beaucoup vont mourir de faim, beaucoup vont mourir de maladie. Et la photo qu'on voit, vous voyez à droite le cimetière juif de Samarcande. Si vous regardez, vous voyez qu'il y a des tombes avec des matzevot, avec des pierres funérales, et puis il y a des tombes qui sont juste des plaques par terre, il n'y a pas de matzeva. Alors je vous ai mis une à gauche. Le Zecher Avinu Besabenu Ha'ahuv, Karol Kurtzman, Ba'ala Shlimenu Besabatenu, Etka le Bet Aaron. Vous voyez qu'il est né en 1892, décédé en 42. Gava Mera'av est mort de faim, que Palit comme rescapé, Khan Besamarkand. Donc il y a énormément de juifs qui meurent de faim. Ils meurent de faim, ils meurent de maladie, il y a une épidémie de typhus qui en emporte beaucoup. Mais les enfants racontent qu'il n'y a rien à manger. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a rien à manger? Alors on meurt de faim. Maintenant,
un parent juif, de façon générale, un parent juif encore plus, qu'est-ce qu'il veut? Il veut au moins sauver ses enfants. Comment peut-il sauver ses enfants quand il n'a rien et qu'il n'a rien à leur proposer? Alors, une partie, ils vont les confier à des églises qui ont des orphelinats, et les enfants vont apprendre à être chrétiens orthodoxes et vont être cachés dans ces monastères. On leur explique qu'il n'y a pas le choix. Pour qu'ils aient un petit peu à manger, il faut qu'ils jouent le jeu, qu'ils aillent à l'église, qu'ils jouent le jeu d'être des orphelins chrétiens, et comme ça, ils seront accueillis dans les églises. Donc, une des solutions va être les églises qui vont accueillir un certain nombre de ces enfants qui viennent à l'origine de Pologne. Juifs et non-juifs, je rappelle, mais moi je parle du problème des enfants juifs, qui pour eux, c'est plus compliqué d'être admis dans un orphelinat qui est chrétien. Une autre solution, c'est de les confier à des orphelinats qui sont gérés par l'armée. L'armée Anders, qui est en train de s'organiser. Elle a des camps, ça c'est déjà surtout, ça va être un peu plus à Téhéran, mais ça commence déjà un petit peu avant. Elle s'organise et ils ont des unités d'enfants qui accompagnent les soldats. Et alors ils lavent les toilettes, ils repassent les uniformes des officiers, ils apprennent à saluer. Et donc beaucoup de ces enfants, beaucoup d'enfants juifs sont comme ça confiés à ces hommes d'enfants de l'armée. Au moins, ça leur garantit d'avoir quelque chose à manger. Et c'est comme ça qu'on va avoir énormément d'orphelins, puisque les parents vont mourir de faim. Et les enfants resteront ou confiés à l'église, ou dans les hommes d'enfants de l'armée Anders. Et en 1942, je dis qu'en 1939, ils ont fui la Pologne. En 1940, ils ont tous été déportés en Sibérie. En 1941, vers la fin de l'année 41, les camps sont libérés. Ils descendent vers les provinces du sud de la Russie. Et en juillet 1942, ils peuvent quitter et pour aller à Téhéran. Ce qui se passe, c'est que l'armée Anders va se regrouper à Téhéran, s'organiser à Téhéran. Et les enfants qui sont au bon soin de l'armée Anders suivent le contingent et se déplacent avec les soldats vers Téhéran. Là, il va se passer quelque chose de nouveau, c'est que quand ils arrivent à Téhéran, d'abord, avant de partir de Téhéran, on essaie aussi de récupérer une partie des enfants qui sont placés dans les monastères. Je raconte, c'est des familles qui étaient parties, donc les enfants ont des frères et sœurs, des amis qui disent « mon frère, ma sœur a été placé là et là », on essaie de les retrouver. Ils avaient essayé de garder le contact entre eux et on récupère une partie et ils arrivent à Téhéran. Quand ils arrivent à Téhéran, là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, c'est que maintenant l'agence juive peut venir s'occuper, s'intéresser au sort de ses enfants et les aider. Alors vous voyez deux personnalités qui viennent. Une, c'est Henrietta Sold, qui dirige Aliyat HaNoar, donc l'Aliyah des jeunes, qui s'est déjà occupée depuis 1935, depuis que les Juifs cherchent, peut-être 33, je ne sais plus dans quelle année, elle a commencé à s'occuper du sauvetage des enfants juifs en Allemagne, mais elle intensifie ses activités. Puis l'Aliyat HaNoar, donc s'occupe de l'Aliyah des jeunes, elle vient organiser des camps à Téhéran. Elle est secondée par Tzipora Chertok, plus tard Sharet, l'épouse du premier ministre des Affaires étrangères du futur État d'Israël. Et l'agence juive envoie des éducateurs à Téhéran. Donc maintenant, ils sont encadrés. D'abord, ils sont encadrés par des jeunes qui ont aussi fui la Pologne, qui parlent la langue, qui ont le contact avec eux, mais il y a aussi des émissaires d'Eretz Israël qui viennent s'occuper d'eux, qui viennent leur apprendre l'hébreu, qui viennent leur apprendre la géographie d'Eretz Israël, des champs d'Eretz Israël. Là, vous voyez un petit peu de quoi ils ont l'air à Téhéran. Vous voyez avec leur casque colonial à gauche, mais encore avec la croix du monastère. Et à droite, un enfant qui dit « Moi, je ne voulais pas partir. J'étais bien dans le monastère, j'avais à manger. Après tout ce que j'avais souffert, je suis seul au monde. Où je vais partir ?» Et donc, c'était difficile de les convaincre de partir. Finalement, avec les grands frères, avec les cousins, avec les amis, on a réussi à faire partir tout un contingent de près d'1 millier d'enfants qui vont vers Téhéran. Il y a aussi quelques adultes qui les accompagnent, quelques adultes qui ont survécu, surtout des femmes enceintes qui ont accouché de leur bébé en Sibérie ou à Tachkent ou Samarkand et qui suivent vers Téhéran. Alors on voit les enfants, vous voyez, ils sont habillés, ils sont nourris,
Là, ils ont une vie, ils disent la première fois qu'ils commencent à avoir une vie d'enfant, parce que depuis 1939, ils ont une vie de rescapés, personne ne s'occupe d'eux, les parents essayent de trouver de quoi manger, les parents essayent de survivre, les enfants sont livrés à eux-mêmes, bien sûr, il n'y a pas d'école, il n'y a rien pour eux. Là, maintenant, on s'occupe d'eux et ils retrouvent une vie d'enfant à jouer, à étudier, à apprendre et surtout à manger à leur faim. Alors, vous voyez à leur gauche, voilà la chorale, on leur apprend à chanter en hébreu, on leur raconte des histoires, on leur apprend la langue et on s'occupe d'eux, on les prépare en fait à la Aliyah. Pourquoi est-ce qu'on ne les emmène pas en Eretz Israël? Tout simplement parce qu'en Israël, il y a les Britanniques. Et les Britanniques, je rappelle que le livre blanc interdit l'Aliyah en Eretz Israël. Et les Britanniques ne permettent pas à ces enfants qui sont à Téhéran aux soins de l'agent juif de venir en Israël. Donc ils sont coincés à Téhéran en attendant le bon vouloir des autorités britanniques en Eretz Israël. Alors, vous voyez à gauche, là, ils chantent We are on our way, en hébreu, ils le chantaient. Anou bederech l'Eretz Israël, ils font à droite, vous voyez qu'ils font de la gymnastique. Vous pouvez voir les enfants avec leur casque pour le soleil. En septembre 42, coup de théâtre, les Britanniques donnent 800 certificats d'immigration en Eretz Israël. Et donc maintenant, on s'organise à convoyer ces enfants pour qu'ils puissent venir en Eretz Israël. C'était ce que voulait l'agence juive, c'est ce que veulent ces enfants. Je rappelle qu'il y a une partie qui ont de la famille en Israël, qui ont même des parents en Israël, et le camp a été provisoire. Ils ont maintenant le permis pour aller en Eretz Israël. Le problème, c'est la route. Parce que la route la plus logique serait de partir vers l'ouest de Téhéran, de traverser l'Irak, en avion, c'est encore mieux, et d'arriver en Eretz Israël. Mais s'il y a des autorités britanniques en Eretz Israël qui ne sont pas trop amis d'Israël, philosémites, et qui ont mis du temps à délivrer des permis d'immigration, l'Irak est aussi une colonie britannique, et les autorités britanniques d'Irak ne permettent pas à ces enfants de traverser le territoire. Et donc la route de l'Irak leur étant fermée, il va falloir prendre la route maritime, c'est-à-dire contourner toute la péninsule arabique, remonter par le canal de Suez et prendre le train d'Égypte vers Eretz Israël, un périple de dizaines je sais plus, je calcule quelque part, je sais plus, de 13 000 km, enfin c'est assez impressionnant. Et leur premier arrêt est à Karachi, en Inde. Maintenant, quand ils arrivent à Karachi, il y a encore dans le convoi, je n'ai pas compris pourquoi, mais il y a encore aussi des enfants polonais, où il y a des enfants polonais qui sont partis en parallèle avec eux, parce qu'ils ils suivent les soldats de l'armée Anders. L'armée Anders part de Téhéran vers Eretz Israël, ils sont sur des bateaux militaires, ils suivent l'armée. Donc il y a aussi, je rappelle que l'armée avait ses homes d'enfants pour les réfugiés, donc il y a aussi des réfugiés catholiques polonais. Et quand ils arrivent à Karachi, ils sont installés dans une base militaire qui est gérée par les Américains. Et là-bas, il y a un sergent-chef américain qui voit ses enfants, qui leur parle en yiddish, dit « Je suis juif, racontez-moi votre histoire ». Et les enfants racontent « C'est terrible, on n'arrête pas depuis qu'on est parti, depuis qu'on a quitté la Pologne, en Sibérie, à Tachkent, à Téhéran, on n'arrête pas de prendre des coups, des insultes des enfants polonais ». Donc l'antisémitisme continue encore même dans ces camps de réfugiés, et les enfants se plaignent. Alors le sergent-chef leur dit « Ok, pas de problème ». Il leur met des brassards de police militaire. Il leur donne des bâtons. Il leur dit « Allez vous venger ». Quand les enfants polonais catholiques vont venir se plaindre, les plaintes arriveront chez moi, puisque je suis le sergent-chef. Moi, je réglerai ça. Et ils disent que c'est pour la première fois que ce ne sont pas eux qui prennent des coups, mais ils peuvent donner des coups aux autres. Ils disent qu'à partir de ce moment-là, les enfants polonais, quand ils vont aux toilettes, ils y vont par groupe de 30 pour ne pas se faire bastonner. Quand ils arrivent au réfectoire, ils sont les derniers à rentrer. Le haut de la marmite, les meilleures parties sont données aux enfants juifs, et les Polonais prendront ce qui reste à la fin. Donc, c'est la première fois que si à Téhéran, ils avaient pu manger, avoir une vie d'enfant, là, c'est la première fois qu'ils ont une vie où ils ne se sentent plus menacés. Les grands protègent les petits et sont protégés par ce sergent-chef. Ça n'a pas duré très longtemps, ils s'organisent et il y a un convoi maritime qui prend la mer. Les enfants montent sur ce bateau de l'armée anglaise et comprenez que ce n'est pas juste un très long
c'est pas juste un très long périple à travers l'océan Indien, mais vous voyez ici des témoignages de deux Yaldé Téhéran, deux enfants de Téhéran qui ont raconté leur histoire des dizaines d'années plus tard. Alors, vous voyez le témoignage de gauche que la mer est plantée de mines. C'est très dangereux de voyager en bateau. Il y a un enfant qui raconte d'ailleurs qu'il a vu une grosse boule avec plein de hérissés de pointes, il ne sait pas ce que c'était. Un soldat lui explique que c'est des mines, qu'on leur a expliqué, on leur a mis des gilets de sauvetage, on leur a expliqué comment faire, quelles sont les procédures d'évacuation si le bateau fonce sur une mine. Mais Janusz Bengal à droite nous dit que le plus dangereux, c'était les sous-marins. C'était la peur des sous-marins, des U-boats allemands, et qu'ils faisaient des zigzags pour essayer d'échapper aux U-boats. Donc, le fait d'avoir fui la Pologne, traversé la Sibérie, l'Asie centrale, Téhéran, c'est pas encore arrivé à bon port. Il faut encore que son convoi arrive à bon port, malgré toutes les embuscades des Allemands sur les mers. Mais ils y arrivent, et ils finissent par arriver dans le golfe de Suez. Ils remontent le canal de Suez, ils arrivent à Port Saïd, et là-bas, pour la première fois, ils rencontrent les soldats de la brigade juive. Alors là, ça c'est le choc des soldats qui portent un uniforme, mais qui ont une étoile de David, parce que pour l'instant, ce qu'ils ont connu comme soldats, c'était des soldats polonais, des soldats allemands, des soldats russes. Ils n'ont pas connu qu'il y a des juifs qui peuvent se battre et se défendre, et là, ils sont sympathiques. Ils leur donnent des bonbons, chacun reçoit un sachet avec des bonbons, avec un drapeau d'Israël, et ils sont vraiment accueillis à bras ouverts par les soldats de la brigade. Ils racontent que c'était vraiment la première fois qu'ils se sentaient faire partie de quelque chose. Ils sont accueillis par des juifs d'Eretz Israël en grand nombre, et qui sont soldats pour se défendre, pour se battre contre l'Allemagne. Et ça, c'est la rencontre à Port Saïd entre ces jeunes qui viennent de Pologne et les soldats de Palestine, d'Eretz Israël de l'époque, la brigade juive. Mais de Port Saïd, pour aller en Eretz Israël, il faut prendre le train. Alors, il y a une ligne qui va vers le long de la côte, qui remonte vers El Arish, vers Haïfa, mais là, ils font une rencontre pas très sympathique, parce que la frontière, en fait, c'est Rafiah. Rafiah, c'est à la sortie du désert du Sinaï, la bande de Gaza, c'est l'entrée d'Eretz Israël, et là, il y a un contrôle militaire dans le train. Et montent dans le train des policiers anglais qui font un contrôle de papier. Alors, vous voyez à gauche un officier des troupes aéroportées britanniques. Vous voyez comment il est en uniforme avec sa casquette. Et ce qui est très important sur la casquette, c'est cette bande rouge. Pourquoi cette bande rouge? Parce que regardez la photo à droite. À la photo à droite, c'est un officier du NKVD en Russie. Et il est en uniforme, il a une casquette, et sur cette casquette, bande rouge. Donc les enfants sont affolés. Pour eux, ils voient de nouveau le NKVD, on nous a ramenés en Russie. Donc c'est la panique la plus totale dans le train. On a fait le tour du monde pour arriver de nouveau en Russie soviétique. Il faut leur expliquer, les éducateurs doivent leur expliquer que ce n'est pas des soviétiques, ce n'est pas le NKVD, ils ne sont pas en Sibérie, ils sont en Eretz Israël. Juste, il y a un contrôle de l'armée britannique, mais pour eux, ça a été traumatisant de voir cette casquette militaire avec la bande rouge. Ils étaient sûrs d'être retournés en Russie et d'être livrés au NKVD. Et alors le train remonte la côte d'Eretz Israël, et partout ils sont accueillis avec des oranges, un fruit qu'en Pologne n'était pas très connu. Quand on faisait une orange d'Eretz Israël, on la partageait, on la coupait entre les différents membres de la famille, et là on leur offre énormément d'oranges partout. Vous voyez à droite à la station de Rehovot, partout on les accueille, partout il y a des drapeaux, mais surtout partout on leur pose des questions. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Parce que les Juifs d'Eretz Israël commencent à comprendre l'histoire de la Shoah. On est maintenant en février 1943. Les nouvelles de l'extermination sont arrivées fin 42. Je rappelle, l'extermination Wannsee, la conférence, la session finale ont été mis au point en janvier 42. Les camps de la mort commencent à fonctionner au printemps 42. Et vers l'automne, les nouvelles commencent à arriver vers Eretz Israël. Et donc, chacun veut savoir, est-ce qu'on a vu son oncle, sa tante, son père, son grand-père, son cousin? Et donc, on leur pose d'autres questions. Est-ce que tu connais un tel? Est-ce que tu as vu un tel? Est-ce que tu sais ce qui se passe avec un tel? Et vous voyez, les enfants qui nous le contactent avec ces enfants du train à la station de Rehovot, mais c'est vrai à toutes les stations que leur train fait en Eretz Israël. On les assaille de questions. Donc, le train continue et il arrive à Atlit. On va voir un extrait de
des journaux à l'époque, les journaux Carmel. Pour ceux qui se rappellent, quand on est au cinéma et qu'avant le film, il y avait le journal télévisé. ומשועץ ברכבת נסענו לארץ ישראל. ילדי פולין, עולי טהרן, דרך נידודיהם נגמרה כבר והגיעו למחוז חפצם. חברות מגן דוד אדום עוזרות להוריד את הילדים ולהעבירם למחנה. ברציף התחנה מחכה הנריאטה סולד. בידה הופקדו הילדים הללו. ענפי שקדיה. הכל הוכן לקבל את בניהם. אבי ז"ל רשם אותי בתור יתום, כדי שיהיה לי אוכל, איש לא חשב שאפשר יהיה ללכת הלאה להגיע לארץ. באיראן היינו כ6-7 חודשים, שם בעצם התארגנו. זו הייתה תקופת הרעב הגדולה ביותר. מבחינת האוכל אנחנו לא אכלנו יותר משאכלו במחנות ריכוז נאצים, לפעמים אפילו קצת פחות. Donc, on a vu l'arrivée athlète, au bon soin de l'Aliata Noire d'Henrietta Salt. On a vu le rescapé qui raconte la faim qui les tenaillait, qu'ils avaient pratiquement pas à manger. Ils avaient moins à manger que dans les camps de concentration en Allemagne. Et j'ai raconté qu'effectivement, beaucoup des parents sont morts. Et même à Téhéran, dans les camps, il n'y a pas grand-chose pour les nourrir. Maintenant, ils arrivent en Eretz Israël et tout va changer pour eux. Alors je rappelle que c'est une époque très dure, c'est l'époque où en 1942 Rommel avance en Afrique du Nord et que les Juifs d'Eretz Israël avaient très très peur de ce qu'on appelait les 200 jours de panique, le Matayim Yemei HaCharada, où on a eu peur que Rommel arrive en Eretz Israël et que soit organisé à une défense contre Rommel et Hadj Jamil al-Husseini qui voulait détruire les Juifs d'Eretz Israël. On est juste après qu'on commence à souffler un petit peu en Eretz Israël. Rommel a été défait El Alamein. Et on peut respirer, et arrivent donc ces enfants qui racontent l'histoire de la Shoah. Alors, ils arrivent à Atlit et ils sont passés au DTT, on leur coupe les cheveux, on leur brûle leurs habits. L'accueil n'est pas très sympathique, ils racontent comment ils voient le grand feu de tous leurs habits infestés de poux qui brûlent, mais les gens de Haïfa ont emmené des habits, ils reçoivent des habits neufs, et après être passés au DTT et qu'on leur a coupé les cheveux, va arriver leur installation dans un camp de transit, en attendant d'aller vers les kibbutzim. Ça, c'est le but de l'Aliata Noire, c'est de faire éduquer les enfants dans les kibbutzim. Pour en faire, je rappelle qu'à l'époque, l'idéologie sioniste, c'est le chaloutz, c'est le pionnier qui travaille dans un moshav ou dans un kibbutz, mais qui travaille la terre, et c'est donc le but, c'est le programme que Henrietta Salt prévoit pour ses enfants, les envoyer vers les kibbutzim, vers les moshavim, vers les écoles agricoles, les former à l'agriculture pour en faire les nouveaux chaloutzim. On les voyait dans le camp de Atlit, en attendant d'être placés dans les kibbutzim, etc. Voilà les tentes où ils reçoivent à manger. La fête de Purim, je racontais qu'ils viennent d'arriver juste la semaine avant Purim, c'est de nouveau la période, c'est pour ça que j'ai choisi de parler ça maintenant. Et à droite, vous voyez deux femmes qui sont parties, qui ont fui la Pologne dans la débâcle polonaise. Elles étaient enceintes, elles ont accouché en route et elles arrivent avec leur bébé. Et quand ces femmes ont marché près de 1000 km de la Pologne vers l'Oural, 1000 km elles ont fait à pied, en étant enceintes, mais vous voyez que ça a réussi, elles ont l'air en bonne santé, leurs enfants aussi. Et je vais de nouveau regarder un petit extrait. מתחנת הרכבת בחדרה נוסעים הילדים למחנה בעתלית. שם יעברו שלבי קליטה ראשונים, שם יוחלט לאן יישלחו, כיצד ימלאו את השנים האבודות, היכן ירפאו את הפצעים. בעתלית ירדנו מהמכוניות והלכנו לקראת אוהלים. On raconte comment ils sont arrivés du train, ils sont arrivés au camp d'Atlit. ושם עמדו כל מיני נשים, ככה עם משהו לבן, עם איזה מטפחת על הראש, אני זוכרת. ואחת מהם הייתה אמא שלי. וקודם חשבתי, אולי אני לא אזכור איך היא נראית. לא זכרתי, כלום לא זכרתי. אבל איך שראיתי אותה, מיד היה ברור שזאת אמא שלי. זה בכלל כאילו לא עזבתי אותה אף פעם. אז אני לא זוכרת אם אני צעקתי אמא או היא צעקה לידיה, ורצנו אחת לשנייה ובכינו וכל הילדים בכו, אבל כולם,
זה היה נורא, זה היה נורא. זה היה פשוט פגישה לא מציאותית. מה שהייתי כל כך... Donc, pardon. Lydia Granotte, dont on vient de voir la photo, une histoire un peu extraordinaire. Elle a d'ailleurs écrit un livre. Elle écrit un livre qui s'appelle Yaldei Teheran, sur l'histoire dont je suis en train de vous parler. Et Lydia Granotte, elle rencontre sa mère. Elle raconte comment, quand le train arrive à Atlit, et une des infirmières en blouse blanche qui les reçoit, elle reconnaît sa mère. Et elle se pose la question, est-ce que sa mère la reconnaissait? Elle-même se posait la question, est-ce que sa mère la reconnaîtrait? Je vous rappelle, c'est l'histoire dont j'ai parlé au départ, de cette petite fille dont les parents sont partis en Israël et ont confié leur fille à une tante. Et avec cette tante, elle est partie vers la Sibérie. L'histoire est très intéressante parce que quand la tante a voulu partir vers l'est de la Pologne, Lydia n'a pas voulu venir avec. Elle a dit, ma maman va écrire des lettres, elle va me chercher. Comment elle me retrouvera si je suis parti avec tous les réfugiés vers l'est? Elle a refusé de partir. Et de force, sa tante l'a mise sur la charrette, elle s'est enfuie, ils l'ont remis sur la charrette, mais finalement elle est partie avec sa tante. Sa tante n'a pas survécu, elle arrive seule en Eretz Israël, mais elle a la chance de rencontrer sa mère. Mais ce qu'elle raconte, c'est que c'était terrible parce qu'elle avait honte des autres. Les autres n'ont plus de parents. Elle a ses parents. Alors, d'un côté, toute la joie de retrouver sa mère, et de l'autre côté, elle est très gênée par rapport à tous les amis avec lesquels elle partage le quotidien depuis le camp de Téhéran, qui, eux, vont continuer dans des institutions de jeunes, alors qu'elle retrouve sa famille. Donc c'est l'histoire de Lydia Granotte, une histoire très intéressante. Le film les extraits que je vous mets, c'est de ce film dont j'ai parlé au début, Yaldei Teheran, qui était tourné par Bet Avichai, qu'on peut trouver sur Internet. Alors, les journaux annoncent la grande nouvelle. Vous voyez ici le journal d'Avar, c'est le journal des ouvriers en Eretz Israël. Veshavu banim ligvulam, les enfants rentrent à la maison, ça c'est dans les prophéties d'Yirmiyahu. Becherdat simcha, kibel hayishuv et ha'yeladim va'bogrim shebaou miTeheran. Avec joie et crainte, le Yishuv, donc les Juifs d'Israël, accueillent les enfants et les adultes qui arrivent de Téhéran. Je me suis étonné à Haaretz, Yaldei Israël, Shenigalu miyatmut nechar alul Israël, des enfants d'Israël qui ont été sauvés de leur situation d'orphelin à l'étranger sont montés en Israël. Donc toute la presse en parle. Mais voilà que je vous mets un autre témoignage, le témoignage de Moshe Etzion. Moshe Etzion, Marcel, son nom de famille, j'ai oublié, c'est moins important. Lui, il a 8 ans. Il avait 5 ans quand il a quitté la Pologne, il a 8 ans quand il arrive en Eretz Israël. Ses parents sont morts en Sibérie, c'est l'histoire dont je vous ai raconté, le grand frère qui a forcé le père et la mère à aller au travail. Alors, les deux parents n'ont pas survécu, mais son frère a survécu, et les deux arrivent ensemble, et tout le temps, son frère s'occupe de lui, et lui dit maintenant, on va nous mettre dans des kibbutzim. Alors, rappelle-toi deux choses. Tu ne veux pas de kibbutz religieux, parce que nous ne sommes pas religieux à la maison. Donc, tu ne vas pas au kibbutz adapté, parce qu'ils savaient déjà un peu, on leur avait expliqué à Eretz Israël. En fait, en Eretz Israël, il y a 3 mouvements kibbutzim. Il y a le kibbutz Artzi du Shomer HaTzaïr, qui est de gauche. Il y a une autre organisation de kibbutz qui dépend des Tzionim HaKlalim, qui est moins de gauche, et il y a le kibbutz Adati, qui est religieux. Alors il dit à son petit frère, quand on va demander quel kibbutz tu vas, il dit je veux pas un kibbutz religieux, nous ne sommes pas d'une famille religieuse. Même chose, tu dis tu ne veux pas un kibbutz de la gauche, du Shomer HaTzaïr, parce que Staline, on le déteste. Donc pas de communistes et pas de religieux. Ok. Alors, il a appris que le kibbutz de Dgania, il y a d'ailleurs 2 Dgania, Dgania Aleph et Dgania Bet, font partie des Tzionim HaKlalim, ils ne font pas partie du Shomer HaTzaïr. Donc, quand il arrive chez Henrietta Salt, qui l'interviewe et qui lui dit « Où tu veux aller, mon enfant ?», il répond « Au kibbutz Dgania Aleph ». Et à quoi Henrietta Salt lui répond « Mais je ne peux pas parce que les quotas sont pleins, ils ont déjà reçu tous les enfants qu'ils pouvaient accepter ». Alors, il se rappelle qu'il y a Dgania Bet, il dit « Ok, dans ce cas-là, je vais aller à Dgania Bet ». Et à quoi Henrietta Salt répond « Mais Dgania Bet aussi, ils sont pleins ». Du coup, le gosse est coincé, il a 8 ans, il connaît Dgania Aleph, Dgania Bet, il ne connaît pas les autres kibbutzim, où demander où aller. Et finalement, Henrietta Salt lui propose le kibbutz Genigar. Genigar, dans la vallée de Yisraël, est un kibbutz
qui à l'origine a été fondé par des gens qui voulaient fonder Dgania Gimel. Alors il lui dit, il y a Dgania Gimel. Il n'est pas à Dgania, il est dans le vallée d'Israël, il s'appelle Genigar, et c'est là-bas qu'arrive Moshe Etzion, qui va grandir à Genigar. Donc c'était compliqué aussi, où les envoyer, dans quel kibbutz. Alors là, c'est encore un dont le grand frère comprenait un peu plus et lui avait dit où aller, mais c'était un grand problème, une problématique, où les envoyer. Chaque mouvement kibboutzi en voulait chez lui. Et alors ça va commencer à allumer une grande discorde en Israël. Il y aura la société juive d'Eretz Israël sera en ébullition. Où envoyer ses parents. Beaucoup de gens religieux vont dire que ces enfants viennent en majorité de familles religieuses. On ne peut pas les envoyer au kibbutz de Shomer HaTzaïr. Il faut un peu respecter. C'est pas parce que les parents sont morts qu'on peut changer l'éducation de ces gosses. Leurs parents auraient voulu une éducation religieuse, il faut leur donner une éducation religieuse. Alors vous voyez en bas, l'extrait de journal qui est en bas. Boutla, Tornit, Lavir, Kol Yaldei Teran le Nahalal. Au début, il y avait un projet d'envoyer tous les enfants du train à Nahalal, au Moshav. Mais là, les partis religieux, Mizrahi, Agudat Israël, se sont posés en disant comment on peut. Le Rav Arashi, le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Isaac Halevi Herzog, a dit c'est pas possible, les parents étaient religieux. Et donc, André Satold fait un pas en arrière et dit quand on les envoiera pas tous à Nahalal, on va demander aux enfants de quelle famille ils viennent. C'est une famille religieuse, on le verra vers un kibbutz religieux. S'ils viennent pas d'une famille religieuse, on les enverra vers un kibbutz pas religieux. Alors c'est plus ou moins ce qui se passe. On décide comme ça de les séparer. Mais alors, là je vous mets un extrait du journal Hamashkif du 1er juillet 43. Donc c'est déjà 5 mois après leur arrivée en Eretz Israël. Et regardez un peu ce qui se passe. La bagarre fait rage. Et il y a cet article du journal dit qu'il y a une bagarre entre la Agouda et le Mizrahi. Parce que, comprenez, j'ai dit que le Rav Yitzhak Halevi Herzog dit ils viennent de familles pratiquantes, il faut les mettre dans des familles pratiquantes. Tous. La Liata Noire, elle ne veut pas. Elle veut une partie dans les. Dit ceux qui n'étaient pas pratiquants, on va les mettre dans le kibbutzim pas pratiquants. Maintenant, ok. On peut demander à un gosse de 5 ans. Est-ce que ta maman allumait des bougies le vendredi soir? Est-ce que tu te rappelles que ton papa t'a amené à la choule vendredi au Yom Kippour? On peut essayer de demander à un gosse, est-ce qu'il se rappelle de faits religieux à la maison? Essayer de comprendre, est-ce qu'il vient d'une famille pratiquante ou d'une famille pratiquante? Mais quand vous avez demandé à un gosse de 5 ans, est-ce que son père était religieux, d'accord, mais religieux sioniste, du Mizrahi, ou religieux non sioniste de la Agudat Israël? Ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué, c'est une question auquel le gosse ne peut pas répondre. Et donc, la bataille n'est pas tellement entre les religieux et les non-religieux, ça c'était au début, le premier stade. Une fois que l'Aliat Noir a accepté que les jeunes qui venaient de familles religieuses aillent dans des kibbutzim religieux, maintenant bagarre entre la Agudat Israël et le Mizrahi. Quel type d'éducation religieuse il faut donner à ces enfants? Je ne vais pas lire tout l'article maintenant, c'est assez intéressant parce que l'Agudat Israël prend la défense du Rav Herzog qui lui disait qu'il faut donner une éducation religieuse à tous les enfants, alors que le Mizrahi a dit non, ceux qui ne viennent pas de famille religieuse, on n'a pas besoin de les prendre avec nous. Et vous avez, je vous montre ici dans le texte, l'encadré rouge à gauche, voilà comment c'était. Il y avait eu 716 enfants qui sont arrivés, 72 ont été rendus à des familles, ils avaient de la famille en Israël, ont été donnés à leur famille, et les 644 restants, 278 ont été donnés au Mizrahi, 32 à Agudat Israël, 13 ont été kidnappés de l'Agudat Israël, Israël les a kidnappés dans des kibbutzim du Mizrahi, 36 ont été donnés au kibbutz Otzionim Klalim, donc ça c'est les gens Moshe Tzionim dans tout à l'heure qui ne voulaient pas aller dans les kibbutzim de la gauche, qui voulaient des sionistes généraux, et 298 dans les kibbutzim de gauche du Shomer HaTzaïr. Donc ça c'est plus ou moins la répartition, mais il faut comprendre ça. Il y a beaucoup d'huile sur le feu, et ce qui est terrible, si vous regardez l'encadré d'en bas, il y a une menace des rabbins d'Angleterre et d'Amérique et d'Afrique du Sud, donc des pays qui sont en guerre contre l'Allemagne, qui ne sont pas sous le joug allemand, et qui continuent à envoyer de l'argent à financer le KKL, le Keren Hayesod, donc les fonds sionistes, qui disent ok, si vous ne donnez pas une éducation religieuse à ces enfants de Téhéran, on arrête de soutenir le Keren Kayemet et le Keren Hayesod.
Donc c'est une grande catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on essaye de leur expliquer, non, qu'on va donner une éducation religieuse, parce qu'il y a un gros problème aussi maintenant, le judaïsme de l'étranger, de Chutz Laaretz, qui s'en mêle en disant, si ces enfants ne reçoivent pas l'éducation à laquelle ils ont droit religieuse, nous on arrête les subventions. Et si vous regardez l'encadré de gauche, le fil d'Ivrei Hanoem כועסת האגודה לא בגלל זה שהילדים נמסרו לקיבוצי השומר הצעיר, אלא שיותר מדי ילדים נמסרו למזרחי. והראיה שהם חטפו ילדים לא מהשומר הצעיר כי מהמזרחי. Donc, il dit la grande discussion était entre l'Agudat Israël et le Mizrahi, donc les partis religieux sionistes ou non sionistes. Il dit la preuve, c'est que quand la Gouda a dit qu'il y a des enfants qui devraient être chez eux, ils sont allés kidnapper des enfants chez le Mizrahi, pas dans les kibbutzim de la gauche. Donc ce n'était pas un problème de vouloir prendre les enfants qui étaient dans les kibbutzim de Shomer Hatzaim, mais ils ne voulaient pas que les enfants soient éduqués au Mizrahi. Donc c'était de grosses discussions de la société israélienne de l'époque. On a des journaux de l'époque, comment ils ont été accueillis à Jérusalem, à Haïfa, à Petah Tikva, partout où ils arrivent, on leur fait des grandes fêtes, on leur donne des cadeaux. On a l'encadré qui est maintenant date de 63, donc c'est 20 ans après leur arrivée. Il y a une pièce de théâtre qui est montée. C'est quelque chose dont on parlait en Israël. C'était les Yaldei Téhéran, c'est devenu un sujet connu, et il y avait une pièce de théâtre qui a été montée, rejouée à l'époque. De grandes fêtes ont été données pour les 20 ans de leur installation en Eretz Israël. Et revenons un peu vers ces enfants. Ils sont arrivés en Eretz Israël, mais c'est quoi pour eux arriver en Eretz Israël? Alors on a parlé de Lydia Granot, qui était en bas à gauche, qui a retrouvé sa maman, donc elle est très contente, mais elle dit, mais le problème, c'est mon nom, moi je m'appelle Lydia. Et quand j'arrive en Eretz Israël, on dit non, tu t'appelles pas Lydia, il faut que tu prennes un nom juif, un nom israélien. Elle dit, je ne connaissais pas de nom israélien. Et puis à côté d'elle, il y avait une petite fille qui a dit, moi je m'appelle, salut Lydia, moi je m'appelle Aliza. Elle dit, ah ben moi je m'appelle aussi Aliza. Et c'est comme ça que Lydia est devenue Aliza Granot, c'est le nom qu'elle a choisi. Maintenant, vous avez devant vous une autre famille, vous avez Alina, qui raconte qu'elle s'appelait Alina, le nom de la famille on l'appelait Alinka, mais là on a dit, bon, Alina, Alinka, donc tu es Ilana. Elle dit Alina, Ilana, ça ressemble, mais c'est pas la même chose, c'est pas mon nom. Enfin, ils veulent qu'on devienne israélien, et nous on voulait devenir israélien, donc on avalé la pilule, on s'est mis à nos nouveaux noms, et on a voulu nous aussi s'intégrer, et on a réussi. À droite, vous avez son frère, Alina, et son frère Émile. Alors, Alina est devenue Ilana, et son frère Émile est devenu Emmanuel. Donc ça, c'est un premier choc culturel. Le fait de vouloir en faire des sabreux, c'est de leur changer leur nom, le nom que leurs parents leur donnaient, des parents qu'ils n'ont plus, et les changer dans des noms israéliens. Là, on a un autre témoignage d'une petite fille de 13 ans qui n'arrête pas de pleurer. Alors, on essaie de la consoler, n'aie pas peur. Les parents reviendront, on dit, ils ne peuvent pas revenir, ils sont morts. On dit, mais non, ils ne sont pas morts. On dit, même s'ils sont morts, je les ai enterrés. Elle raconte comment elle a vu ses parents massacrés par les nazis, qui leur ont donné à elle et à ses frères des pelles, et leur ont dit, creusez et enterrez vos parents. Donc, comprendre le traumatisme de ces enfants qui arrivent en Eretz Israël. Et le grand problème, c'est que dans les kibbutzim, on ne va jamais parler de ça. À l'époque, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de suivi psychologique. On va en faire des sabres. Et vous voyez à droite des gens du kibbutz de Ganigar, qui a accueilli des rescapés, qui dit « Af pa'am lo yashavnu v'sochachnu ». Tagid Chaima, Echaya, Ouzbékistan. Je dis jamais, on a demandé à ces enfants de Téhéran, racontez-nous la Pologne, la Sibérie, l'Ouzbékistan. On leur a rien, pas posé de questions, on ne s'est pas intéressé à leur passé. Vous êtes israéliens, vous êtes comme nous, tout le passé a été effacé. Et c'était un grand... Bon, disons, et ces enfants aussi ont joué le jeu et voulu s'intégrer. Ça revient plus tard, ça revient quand ils partent à la retraite, ils auront le temps de repenser à leur vie, que tout ça va remonter. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ils ont dû étouffer tout ce qu'ils emmenaient avec eux parce que ça n'intéressait personne. C'est le même phénomène de tous ces rescapés qui sont venus en Israël après la Shoah, qui n'ont pas pu raconter les camps, etc., parce que personne ne voulait écouter leur histoire. Alors ces enfants aussi avaient une histoire, mais ils ont dû l'étouffer parce qu'elle n'intéressait personne. Alors que sont-ils devenus ces enfants de la Shoah? Alors on a vu tout à l'heure Alinka et son frère Émile qui sont devenus Ilana et Emmanuel. Emmanuel Landau s'est engagé dans le Palmach et dans un combat dans la guerre d'indépendance à Kiryat Motzkin,
il a été tué au combat. Ils ont attaqué un convoi d'armes qui devait ravitailler les Arabes, et lui a décidé que c'est dommage de faire sauter le camion avec toutes les armes destinées aux Arabes, il vaut mieux le récupérer. Donc il était chauffeur, il a sauté dans le camion, il a essayé de récupérer le camion avec les armes, mais le camion a sauté et lui est tombé avec. Et à droite, vous voyez cette distinction, il a été décoré de Hot Gibor Israël. Il faut comprendre, à la guerre d'indépendance, Ben Gurion était très avare de distinctions militaires. Il y a eu 12 Giboré Israël qui ont été décorés après la guerre d'indépendance, bien que des actions de bravoure, il y en a eu par centaines et par milliers, mais il y a eu 12 décorations, et une des 12 est revenue à un enfant de Téhéran, Emmanuel Landau, tombé le 17 mars 1948. Là, vous voyez une jeune fille, à droite, vous voyez un groupe de jeunes filles qui se trouve au kibbutz de Givat Brenner. À droite, vous voyez Hadassah Lempel. Hadassah Lempel, Alinka Lempel, elle a grandi à Cracovie, d'une famille pas religieuse, très très lettrée, très grande éducation, etc. Elle choisit la vie au kibbutz. Sa première vengeance a été de faire repousser ses longues tresses noires qui avaient été coupées quand il arrive en Israël. Et quand elle a 17 ans, elle s'engage au Palmar. Et vous le voyez à gauche, dans les convois de Jérusalem, elle accompagnait les fameux convois blindés qui montaient à Jérusalem pour amener du ravitaillement quand Jérusalem était coupée, était assiégée pendant les mois de janvier 48 à mars 48, et après même jusqu'à mai et encore après, puisqu'on a eu des problèmes à ouvrir la route de Jérusalem. Alina Lempel, devenue Hadassah Lempel, a fait un cours d'opératrice radio, et elle est donc opératrice radio dans ces convois. C'est elle qui garde le contact avec les postes de commandement. Et elle est dans le film, ceux qui connaissent le film À l'ombre des géants. Voilà la bataille de Mathieu, qui rentre dans le fort de la Crème. Et que font-ils avec la dynamite? Nos hommes vont mettre en place la dynamite. On est dans les murs. On est 3. Non, pas 3. 4 blindés. Ils ont passé. Magda, tu excuseras l'expression, mais où sont ces pourris de la Palmar? Et leur infanterie qui devait faire irruption sur les arrières. Ils nous feront griller comme de la volaille. Magda, tu me reçois? Gafnablo, this is Peter Red. Magda. Qu'est-ce qu'elle dit? Le second a heurté une mine. Maintenant, ils ne peuvent plus entrer dans la forteresse. L'artillerie a bien réglé son tir. Bon Dieu, où est ce bataillon d'infanterie? Tout ne dépend que de lui. Je vais prendre la ville sur ses arrières. Hanou. Ils ont décidé de battre en retraite. Quoi? Battre en retraite? Sacré nom de... Et Hanoa. alors? Demande-lui combien de pertes. Hanoa. 2 tués. 2? Mais essayez de les comprendre. Le bataillon Baram est formé d'hommes du même village. 18 familles ont perdu un fils dans la dernière attaque. Et ça fait 2 de plus dans une famille qui en a déjà perdu 2 autres. Ils battent en retraite. C'est la fin. C'était le feu! Notre voiture a été incendiée. On a besoin de mortiers. Des mortiers! On a besoin de mortiers et de l'aide de Dieu. Aide-nous, mon Dieu. Ici, Pétale Rouge. Ici, Rona. Rona. Dis, tu me reçois? Rona.
Bien, je ne sais pas pourquoi dans le film, ils ont décidé de l'appeler Rona, parce qu'elle s'appelait Adassa. C'était une enfant de Téhéran, et vous voyez à gauche un extrait de journal de Menachem Talmi qui raconte à Kol Acharon que des années durant, il était hanté par cette voix qui, dans le half-track, commentait la bataille et donnait les ordres jusqu'au moment où les renforts ne sont pas arrivés et les Jordaniens ont brûlé les half-track avec les combattants qui étaient dedans et Alina Adassa Lempel est enterrée avec les combattants du combat de la Troune au mont Herzl à Jérusalem. Un autre de ses enfants de Téhéran, très connu aussi, Janusz Korczak, non, Janusz Bengal, Avigdor Bengal, qui était le commandant de la 7e brigade blindée, c'est le commandant de Avigdor Kalani, dont on parlait dans une autre conférence, qui s'est battu sur le Golan en 67. Il était général dans l'armée israélienne, c'est aussi un enfant de Téhéran. Chaim Erez, un autre enfant de Téhéran, aussi général, donc 2 généraux, 2 héros d'Israël. C'est pas mal. Il y a un problème là. Pardon. Je reviens à Chaim Erez. Donc, Chaim Erez, je vais raconter une histoire. Ça, c'est quelque chose d'incroyable, puisque Chaim Erez est général. Avant d'être général, il était officier dans les blindés. Et je vous explique un peu le film, parce que c'est un petit film de 2 minutes, mais pour comprendre ceux qui ne comprennent pas l'hébreu ou l'anglais, je ne sais plus dans quelle langue. Dans les années 50, Israël reçoit des chars américains, des surplus de guerre américains, des chars Patton, mais qui sont livrés des surplus de l'armée allemande. Et donc, ils vont aller en Allemagne pour être entraînés sur ces chars américains. Alors, imaginez cet enfant de Téhéran qui a fui la Pologne, qui a traversé le monde pour arriver dans l'armée d'Israël, et qui se retrouve bien sûr comme c'est une opération secrète. Il s'entraîne en Allemagne avec l'uniforme allemand. Donc cet enfant qui, devenu officier israélien, habillé d'un uniforme allemand, va s'entraîner sur des chars américains, entraînés par des instructeurs qui ont été combattants tankistes dans la Seconde Guerre mondiale, en 1952. Leurs moniteurs ont été tankistes de la Wehrmacht sur les fameux Panzer, et c'est eux qui entraînent les troupes israéliennes. הגיעו אלינו טנקים אמריקאים, מגרמניה. ממילא היינו זקוקים גם להדרכה, ולכן החלטנו לשלוח קצינים שלנו לגרמניה ללמוד אצל הגרמנים את הפעלת הטנקים האמריקאים. raconte le fait qu'il faut envoyer des officiers en Allemagne pour apprendre à manier ces tanks américains. 20 שנה לאחר שברח מאירופה המדממת, חזר הקצין חיים ארז לאדמת גרמניה למבצע סודי. באמת הייתה תחושה מאוד מאוד קשה לכולם, אבל לי אולי יותר, שאני בכל זאת עדיין זכרתי את תחילת מלחמת העולם השנייה. זכרתי את הפצצות על ורשה, ואת העובדה ש17 מבני משפחתי, כולל סבים וסבתות, למעשה חוסלו בגטו ורשה, למעשה ביום האחרון שהגטו התקיים. פתאום אתה נמצא במקום כזה, אבל אנחנו כמו חיילים טובים, משימה שלנו הייתה ללמוד טנק חדש. בגלל שזו הייתה סודית, הלכנו עם מדים של הצבא הגרמני. כולל המגפיים של הנאצים. לא הסכמנו בשום אופן ללבוש את הכובעים שלהם. כל המדריכים שהיו לנו שם, הם לחמו במלחמת העולם השנייה. כשהייתי הולכת במחנה, אז הם היו הולכים בדיוק כמו נאצים, היו שרים אותם השירים. זה העלה זיכרונות מאוד לא טובים. אבל מבחינה מקצועית, היינו כולנו בעלי ניסיון וטנקיסטים ויותר טובים מהם. ואחד המדריך הראשי, אני חושב שסגן אלוף בצבא הגרמני, שהוא אמר לנו, נתן לנו מחמאה. אתם מזכירים לי את החבר'ה הטובים שהיו לנו פעם. אנחנו לא קיבלנו את זה כמחמאה. טנקים, הפטונים האמריקאים, הם למעשה היו כוח די חשוב ומרכזי במלחמת ששת הימים, במסגרת חטיבה 7 והאוגדה של טל.
Donc c'est assez incroyable. Donc il dit que le lieutenant-colonel allemand leur dit, vous êtes de bons tankistes, vous me rappelez nos bons camarades d'une époque révolue. Pour un jeune enfant qui a fui la Shoah, qui a fui l'Allemagne nazie, qui se retrouve dans une école de guerre allemande pour être entraîné par les Allemands, c'est complexe. Bon, alors, il faut pas croire que tous les enfants de Téhéran sont devenus soldats. Là, j'en ai donné 2 qui sont tombés en 48 et 2 généraux. Il n'y a pas eu que ça. Arieh Minkevitch était un grand... dans le monde de la finance, était il dirigeait la banque Discount et encore d'autres grandes affaires économiques. Alex Giladi est un membre du comité olympique international, était le président des sociétés de radio-télévision Keshet. Donc il y a eu des grandes réussites, pas seulement dans l'armée, dans toutes sortes de domaines. Et je finis par ça, c'est que, comme j'ai dit, pendant des années, ils n'ont pas pu parler de leur histoire. Et sur le tard, ils veulent maintenant raconter leur histoire. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas de photos de leur arrivée en Eretz Israël. Alors ils ont demandé à des jeunes d'une école en Israël de les aider, de venir jouer leur rôle en 1943 pour compléter cette photo qui leur manque, la photo de leur arrivée en Eretz Israël. Donc ça, c'est un enfant de Téhéran qui gère la photo de groupe de leur arrivée. Action. Action. Rappelez que vous avez appris des chants à Téhéran. Ils chantent les chants qu'ils ont appris à Téhéran. Comme on a dit, beaucoup étaient raconté cette histoire. Vous avez sur la carte maintenant devant vous le périple de la région de Cracovie en Pologne, à travers les montagnes de l'Oural, vers la Sibérie, descente après vers l'Ouzbékistan, vers Samarcande, encore vers Téhéran, et après vers Karachi, un peu coincé, on ne voit pas, et après à travers l'océan Indien jusqu'au golfe de Suez, le canal de Suez et le train vers Israël. L'histoire des enfants de Téhéran, une histoire assez incroyable, dont maintenant on fête les 79 ans. Je termine en rappelant que je suis guide touristique, alors je vous invite à venir aussi vous promener sur le terrain. Demain, on ira visiter la synagogue italienne de Jérusalem et le musée italien. Mercredi, Gan London à Tel Aviv. Alors, joignez-vous sur les groupes et venez aussi vous promener sur le terrain et pas seulement en Zoom. Bonsoir à tous et à toutes.